on a dans un livre imprimé et surtout dans un manuscrit une version très personnelle, une vision personnelle d'un texte qui a été écrit par un auteur et qui est souvent déformé par les éditeurs d'autrefois ou par les penchants particuliers de chaque luthiste. Comment dégager des fois de plusieurs versions ce qu'on pourrait appeler le meilleur texte. Ça, c'est évidemment une question de goût. La musicologie, la musique, ce n'est pas une science exacte. Et la seule chose possible, la seule chose viable, c'est de donner aux futurs interprètes, aux futurs luthistes, toutes ces indications, toutes ces indications objectives, de façon à ce que lui-même refasse un choix et se mette presque dans la situation, retrouve les éléments qui vont lui permettre d'être, par-delà les siècles, un peu l'égal de son collègue du XVIe ou du XVIIe, en prenant ici tel ornement, tel chose, voir tout ce qui est possible de faire à partir d'un texte. C'est une page de musique qui n'a pas peut-être été jouée pendant plusieurs siècles. Et ce que c'est fascinant, c'est une tablature, une notation pour le luth, en tablature, comme on dit, italienne. La tablature, c'est un système de notation extrêmement pratique, pragmatique, qui indique exactement où il faut poser les doigts de la main gauche sur le manche de l'instrument. Ici, la première ligne, c'est la 6e corde de l'instrument. Et les chiffres indiquent où jouer et où mettre les doigts de la main gauche. Le 0 veut dire corde à vide, le 1 c'est la première frette, 2 c'est la deuxième frette. Donc là, on a un accord au début, 4 notes, 2 premières cordes à vide, 3e corde, première frette, 4e corde, 2e frette. Et les rythmes sont indiqués ici en haut. Et un rythme reste avec les chiffres qui suivent jusqu'au moment où il y a un autre rythme. Dans la tablature française, par contre, la première ligne est la corde la plus aiguë de l'instrument. Et au lieu d'indiquer la position des doigts de la main gauche avec les chiffres, on le fait avec les lettres. Le A, c'est la corde à vide. Le B, c'est la première frette. Le C, qui est écrit plutôt comme un R, deuxième frette. Le D, troisième frette. Le E, quatrième frette, etc. Il y a une source de la musique française qui s'est fait découvrir en Angleterre il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire après l'édition, par exemple, du livre de Vieux-Gauthier, du CNRS, qui est admirable. Et là, j'avais commandé ce livre de l'Angleterre, une copie, et je me suis assis avec le livre. Et je me rappelle, j'ai passé toute une après-midi à jouer une sarabande en fa dièse mineur. C'était la découverte d'une nouvelle pièce, la sensation d'être au début de quelque chose guère connu, et surtout qu'il y avait une profondeur et un lyrisme, une sonorité dans l'instrument très très spéciale. Et là, avec l'instrument dans la main, on arrive quelquefois à voir
une expérience très très profonde qui est l'initiation à une nouvelle pièce ou bien un nouveau style ou bien un nouveau manuscrit. Par exemple, ici, cette pièce que je vois pour la première fois aujourd'hui, je ne crois pas que ça se trouve dans un autre manuscrit, mais c'est quelque chose. On a le manuscrit qui est extrêmement clair, extrêmement beau. Avec ces chansons-là, on a tous les textes, on a l'accompagnement, mais on n'a pas la mélodie notée à part. On est déjà dans la filigrane d'une beauté extrême, une finesse d'expression, une poésie très en évidence. Et c'est ici dans la bibliothèque. C'est-à-dire c'est quelque chose qui parle directement aux musiciens, parce qu'on voit la valeur intrinsèque de ça, tout le domaine poétique que ça implique dès le début. Cette courante du compositeur français Dubou, du Le Père, c'est par exemple une pièce qu'au début j'avais beaucoup de mal à la comprendre, et surtout parce que rythmiquement c'est une pièce qui semble très simple, puisqu'il n'y a que des croches et des noirs tout le temps, et c'est aussi une pièce qu'harmoniquement semble très simple, et donc on ne sait pas trop au début qu'est-ce qu'on peut dire avec. Et il y a une façon, donc la façon dont j'ai travaillé cette pièce avec Hopi, c'était justement de s'approprier du langage verbal de la langue française et de l'adapter à chaque note de la pièce. Et d'un coup, toute cette simplicité a pris un sens, parce qu'on peut commencer ça, par exemple la pièce en disant je sais pas, quelque chose de assez dramatique, mon Dieu, que je fais par exemple. Mon Dieu, que je fais pour on peut dire que des choses beaucoup plus bêtes. Mon amour, je t'aime, et là par exemple on repart tout de suite parce qu'on veut continuer à faire par exemple cette déclaration. Mais si on reste sur un thème beaucoup plus spirituel, donc beaucoup plus, on prend plus de temps peut-être pour dire les choses. Et par exemple à la fin, et là c'est comme si on regardait un peu si on était dans une église, on regarde un peu l'ambiance par exemple, et on se prépare après à dire ce qu'on a à dire au beau Dieu. Et là on a parlé. Et d'un coup on a peut-être la sensation que Dieu ne nous écoute pas. Et alors là, on peut commencer par exemple la deuxième partie d'une façon assez dramatique. Mais après, vite, on a un signe qui nous écoute et d'un coup, on a beaucoup plus de joie. Et là, on peut parler directement au ciel.